Alors, pour vous présenter, vous êtes les intervenants de cette table ronde qui s'intitule « L'avenir de l'Europe passe par les régions ». Younous Sommarji, vous êtes donc le vice-président du Parlement européen. Grégory Berkowitz, vous êtes docteur en droit, avocat, essayiste et conférencier. Mathieu Maury, vous êtes secrétaire général du CPLRE, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. François Bonneau, vous êtes président de la région Centre-Val de Loire. Huguette Bello, vous êtes la présidente de la région Réunion. Alors c'est une première table ronde pour parler à la fois de l'Europe et des régions, du rôle central de l'Union européenne pour les régions et des régions pour la construction européenne. Alors dans chaque État, les régions avec leurs identités propres, leur patrimoine naturel et culturel, leurs spécificités économiques ne sont pas de simples acteurs locaux. Elles participent au dynamisme de l'ensemble du pays et elles sont indispensables au succès des politiques publiques nationales. Mais elles sont aussi, et peut-être surtout, des partenaires essentiels de l'Europe par leur implication dans les projets de développement durable, de transition écologique et énergétique. Elles sont garantes de la mise en œuvre d'une partie de la PAC, de la recherche et de l'innovation, des mobilités décarbonées, et garantes également de la cohésion infrarégionale, de la cohésion entre régions et de la coopération transfrontalière. Mais avec quels moyens mettre en œuvre aujourd'hui les politiques européennes ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on compare les compétences qui sont données à la France versus celles qui sont données à d'autres pays, est-ce que les Français, est-ce que les régions françaises peuvent peser dans une économie européenne et mondialisée quand on voit par exemple que la part des dépenses des collectivités territoriales françaises dans les dépenses publiques n'excède pas 20% contre 50% en Belgique, en Espagne ou encore en Allemagne ? Joue-t-elle dans la même cour que les autres régions ? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre tous ensemble dans un temps qui nous est imparti de 45 minutes. Le chrono est ici, en face de vous. Younous Sommarji, la question est pour vous en propos introductifs. Vous avez été président de la Commission du développement régional au Parlement européen. Vous êtes aujourd'hui donc vice-président du Parlement européen et dans le portefeuille qui vous a été confié, le fait régional est important. Avec vous, on va d'emblée rentrer assez rudement dans cette table ronde. Nous sommes à l'aune d'une période charnière de prise de décision majeure pour l'avenir des politiques européennes et celui des régions. Clairement, quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur les régions européennes, y compris sur les régions françaises ? Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de remercier la présidente Delga et le président Leroy pour leur accueil et dire le plaisir qui est le mien d'être à nouveau ici à Strasbourg pour ce congrès des régions de France. Et vous pouvez être assuré, monsieur le président, que dans les responsabilités qui sont les miennes, j'aurai à cœur de défendre le siège du Parlement européen à Strasbourg. Je vais continuer à être formel pour vous adresser à toutes et à tous les salutations de la présidente Roberta Metsola. Et si vous jetez un regard rétrospectif sur la mandature qui vient de s'écouler, assurément, vous pouvez considérer que la principale institution européenne qui a été aux côtés des régions, sans discussion, en permanence, sur l'ensemble des politiques et en particulier sur la politique de cohésion, c'est le Parlement européen. Le Parlement européen n'a jamais manqué à ses obligations, à ses devoirs vis-à-vis des régions d'Europe et des régions françaises en particulier. J'ai été président de la Commission du développement régional. Arrêtons-nous sur les mots un instant. On parle de politique de cohésion, mais la politique de cohésion est une politique régionale. La Commission au Parlement européen est la Commission du développement régional. C'est-à-dire que pour l'Union européenne, cela ne fait pas de doute. Ce sont les régions qui doivent être actrices de la mise en œuvre des politiques européennes. Et je me souviens que nous avons eu une discussion au Sénat au moment, je crois, organisée d'ailleurs par les régions de France. Et je disais que les États membres devraient s'inspirer, au fond,
de la confiance que l'Union européenne accorde à ces régions. Vous parlez de menaces. Vous parlez de menaces. On a tendance toujours à considérer que la politique de cohésion est une politique menacée. Ce n'est pas la première fois. Toujours, nous considérons qu'elle est menacée et toujours nous sommes au combat et toujours nous parvenons à la sauver. Mais il est vrai que nous sommes dans un contexte qui est tout à fait particulier. D'abord, premièrement, la situation en 2024 n'est pas la même qu'en 2019. Le monde et l'Europe ont été profondément transformés. Et cette mandature, les 5 ans qui se sont écoulés, ont été marqués par des crises très profondes qui ont considérablement impacté la vision que nous avons de l'ensemble des politiques européennes. Ces crises, vous les connaissez, ça a été la crise, la pandémie du Covid-19, et puis aujourd'hui, la guerre en Ukraine. Et j'en profite pour saluer l'importante délégation ukrainienne. Je crois que j'ai rencontré un certain nombre d'entre vous, bonjour madame, à Kiev, et vous pouvez être assurés que nous continuerons à agir pour que les facilités de l'Union européenne vis-à-vis de l'Ukraine se fassent évidemment avec les régions et les villes ukrainiennes. Je referme la parenthèse. Nous avons été affectés par des crises, et dans ces crises, il est bien évident que souvent l'État considère qu'il est le plus à même pour répondre rapidement aux impacts de la crise. Nous avons vu se déployer, les présidents de région le savent bien, le fonds relance et résilience. Et beaucoup considèrent aujourd'hui, au sein des États membres, que la mise en œuvre de ces fonds par l'État, de manière simplifiée, est peut-être la bonne méthode pour envisager le futur des politiques européennes. Je crois que c'est une erreur, que c'est une erreur grave, une erreur profonde, et que l'ouverture, ne serait-ce qu'à minima, de ce qu'on pourrait appeler au fond la renationalisation des fonds européens, emporterait une menace très grave pour le projet européen lui-même. Car dans ces crises, et j'en terminerai là s'il faut terminer, oui. Vous avez vu aussi que partout, les europhobes ont progressé. Dans beaucoup de pays de l'Union. Et ils sont ceux qui, au Conseil européen, militent aujourd'hui pour une reconcentration et une renationalisation des fonds. Et c'est pourquoi la question de la démocratie est la question centrale, la question fondamentale, car les politiques européennes, la politique de cohésion, évidemment, repose sur une conception de la démocratie qui ne va pas dans le sens d'un autoritarisme toujours plus grand qui entraîne en réalité une reconcentration dans la manière dont on gère les fonds dans les territoires. Donc nos inquiétudes, elles sont là. Mais je veux dire que lorsque les régions d'Europe et les régions de France travaillent main dans la main avec le Parlement européen, nous pouvons gagner des combats. Et nous sommes dans ce moment charnière où l'ensemble des régions d'Europe et l'ensemble des régions de France doivent, avec le Parlement européen, consolider les propositions pour le futur de notre politique à partir de 2028 et assurer jusqu'à 2034 des politiques européennes qui continuent à être ancrées dans les régions, étant entendu, évidemment, qu'il n'y a aucun tabou, que
là où il faut faire des réformes, alors il faut réformer. Merci, merci Monsieur Younous Omarjee. Merci pour ce propos et pour l'engagement, on le sent, toujours du Parlement européen, justement pour l'intérêt, cet échelon régional qui est extrêmement indispensable à l'Europe, à l'Union européenne. Alors, on voulait vous avoir avec nous aujourd'hui, Grégory Berkowitz. Vous êtes l'auteur d'un essai qui est paru aux éditions L'Archipel en 2022, dont le titre est « Pour une France fédérale, plaidoyer pour une 6e République des territoires ». Un ouvrage volontairement provocateur et audacieux. Et à ce titre, vous avez évidemment exploré les différents types d'organisations institutionnelles qui existent au sein de l'Union européenne, les États unitaires et les États fédéraux. En fait, on voulait avoir avec vous un point de vue juriste sur cette différence de nature qui existe entre les régions françaises et les autres régions de nos voisins, puisque l'idée est que tout le monde fonctionne justement dans un même sens pour la construction européenne. Déjà, est-ce que la comparaison est possible et quelle différence de fonctionnement cela implique vis-à-vis de l'Union européenne? Alors, merci beaucoup pour cette invitation à dire un mot devant vous. Alors, le point de vue du juriste, je voudrais d'abord dire qu'il y a un petit biais dans les propos que je vais vous tenir, c'est que j'ai une conviction personnelle très forte et j'ai cru comprendre que je la partageais avec mon voisin, M. Omarjee. Pour moi, la démocratie passe avant tout dans son acception moderne, et je pense que c'est une attente extrêmement forte des citoyens, par plus de proximité dans la décision, entre le citoyen et la décision. Et donc, il y a un biais, forcément, dans les propos que je vais vous tenir, et je ne serai pas objectif, puisque j'ai cette conviction profonde. C'est ce qui fait sans doute la différence entre l'essayiste et le juriste. Il y a effectivement, alors il y a plusieurs fédéralismes. Il n'y a pas une vision manichéenne, il y aurait le fédéralisme d'un côté et les États unitaires de l'autre. Mais il y a quand même entre les deux, effectivement, une différence de nature. Et cette différence de nature, elle est souvent difficile à percevoir tant qu'il n'y a pas de conflit. Je m'explique. Dans un État unitaire, c'est l'État central, certains disent l'État absolu, qui concentre tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs sont entre les mains de l'État, qui peut les déléguer, qui peut les transférer temporairement et sous son contrôle aux collectivités territoriales. Ça, c'est le principe de l'État unitaire. Dans un État fédéral, il y a deux différences fondamentales. La première, c'est la protection constitutionnelle des compétences qui sont dévolues aux échelons inférieurs, c'est-à-dire aux États fédérés ou aux régions dans un certain nombre d'États qui sont devenus quasi-fédéraux avec le temps. Je pense évidemment à l'Italie ou à l'Espagne, qui aujourd'hui fonctionnent sur un modèle quasi-fédéral. Donc il y a une protection constitutionnelle forte. Et il y a une répartition des compétences qui est fondée sur un principe, là encore, que mon voisin connaît très bien, qui est le principe de subsidiarité. Et le principe de subsidiarité, c'est un principe formidablement puissant. Le principe de subsidiarité, il consiste à dire que finalement, tout ce qui peut être fait à l'échelon le plus proche du citoyen doit être fait à cet échelon, et que les compétences ne remontent finalement que s'il est démontré qu'elles seront mieux exercées à l'échelon supérieur. Vous voyez qu'on est à l'inverse du raisonnement de l'État unitaire qui va descendre des compétences aux régions, aux départements, aux communes. Là, c'est l'inverse. C'est comme si le bloc communal avait finalement toutes les compétences et puis on fait remonter comme ça, par capillarité, les compétences jusqu'à l'Europe. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, on dit souvent que les États fédéraux ont une plus grande facilité à comprendre le fonctionnement européen, ont une plus grande fluidité finalement dans leur fonctionnement avec l'Europe, et que ces États d'ailleurs d'une certaine manière ont des régions, je mets des guillemets à régions, qui fonctionnent mieux avec l'Europe parce qu'elles sont comme l'Europe sur ce principe de subsidiarité, et de ce point de vue-là on dit souvent que l'Europe est un État fédéral. Et puis le principe de subsidiarité, il évite, et je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Madame Carole Delga, il évite les doublons. C'est-à-dire que quand une compétence est partagée, on sait exactement quelle est la ligne de partage. En France, il n'y a pas de compétences partagées, puisque l'État a toutes les compétences. Finalement, on crée systématiquement des doublons avec notre système de décentralisation. Et pour répondre à la question que vous posiez, non, la comparaison n'est pas vraiment possible de ce point de vue-là entre les régions françaises et les États fédérés. Alors, il n'en demeure pas moins qu'on peut faire la comparaison. C'est ce que fait d'ailleurs la Cour des comptes en 2019, quand elle analyse l'efficacité de l'allocation aux régions des fonds européens. Et ce que nous dit la Cour des comptes, c'est finalement, c'est plutôt mieux qu'avant.
plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est quand même pas terrible. Et pourquoi? Parce que ce transfert, il est incomplet. Et la Cour des comptes dit que ce transfert devrait être plus complet. En réalité, dans un État unitaire tel que la France, c'est-à-dire véritablement centralisé, il faut comprendre qu'il ne peut pas être autrement que partiel. C'est sa nature. Alors justement, il n'y a pas que la Cour des comptes qui dit que ce n'est pas terrible, hein. Il y a également un rapport qui a été émis par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Mathieu Maury, c'est à vous que je vais poser la question. Et dans ce dernier rapport qui évalue la mise en œuvre de la Charte européenne de l'autonomie locale, eh bien, on y voit que cette autonomie locale, elle n'est pas forcément toujours bien appliquée en France. On y évoque même une décentralisation incomplète, voire en régression, un manque d'autonomie financière, des marges de manœuvre limitées pour les collectivités locales. Les constats dressés ne sont pas réjouissants de ce côté-là. Non, mais laissez-moi commencer par quelque chose de positif. Évidemment. J'aimerais déjà remercier les organisateurs d'avoir mis le Parlement européen, le Conseil de l'Europe sur une scène. C'est suffisamment rare pour être noté. Merci beaucoup. On ne couvre pas la même zone géographique, on ne couvre pas les mêmes compétences, mais on porte les mêmes valeurs. Monsieur Bergowitz vient de dire que la démocratie passe par plus de proximité. Et c'est exactement la raison pour laquelle le Conseil de l'Europe travaille sur la démocratie locale. Et j'aimerais dire quelque chose de positif parce que nous sommes un continent et des Outre-mer, nous sommes dans une zone juridique qui reconnaît un droit à l'autonomie locale, qui reconnaît un droit à la démocratie locale. C'est ce que vous venez de mentionner, la Charte européenne de l'autonomie locale, qui a été ratifiée par les 46 États membres du Conseil de l'Europe. J'aime à rappeler que le Conseil de l'Europe, qui a la charge de la protection et de la promotion de plus de 200 traités internationaux, sur les 200, il n'y en a que 12 qui ont été ratifiés par les 46 États membres. La Charte en fait partie. Donc un acte politique fort. Maintenant, je sais que vous vouliez me faire parler de ce fameux rapport, donc je vais quand même y venir. Là, je suis obligé de prendre mes notes, je suis désolé pour pas dire de bêtises sur le rapport. Donc c'est un rapport qui a été présenté en session plénière en mars de cette année. Et les rapporteurs, effectivement, soulignent, ils ont quand même souligné les avancées positives depuis le dernier rapport, mais ils soulignent également des points de préoccupation, notamment une décentralisation incomplète, comme l'indique d'ailleurs également le rapport de la Cour des comptes de 2023, une répartition confuse des compétences entre les niveaux de gouvernement, une réglementation excessive de l'exercice des compétences déléguées aux collectivités, une diminution progressive de la fiscalité locale entraînant une centralisation excessive du financement des collectivités. Et je ne parle pas des inquiétudes sur les faibles taux de participation aux élections locales et régionales et aux violences faites aux élus, qui a également évidemment été mentionné. Alors, la ministre Dominique Faure, qui était présente évidemment pour répondre à ce rapport dans l'hémicycle, a reconnu certains de ces manquements et a rassuré une partie de l'auditoire et les rapporteurs en disant qu'un nouvel acte de la décentralisation était à venir, sauf que vous savez ce qui s'est passé, elle n'est plus en place, dissolution, nouveau gouvernement. Et là, c'est vraiment le rôle d'associations comme Régions de France de s'emparer de ce genre de rapport pour mettre la pression sur le nouveau gouvernement. Parce que, évidemment, les États n'aiment pas être pris à défaut dans la mise en place de leurs obligations internationales. Donc, la balle, désormais, est dans votre camp. Merci beaucoup, Mathieu Maury. Madame Huguette Bello, je vous donne la parole. Quelle est justement la place, cette fois-ci, on va s'intéresser aux RUP, aux régions ultra-périphériques. On parle dans cette table ronde des régions incontournables dans l'Europe et de l'Europe incontournable pour les régions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette double circulation entre l'Europe et les RUP et les régions, pour nous présenter un petit peu un constat? Bonjour à vous tous et merci de me donner l'occasion de parler à cette table ronde des régions ultra-périphériques qui sont quelquefois sans doute ignorées du plus grand nombre. Et je me réfère à mes notes pour ne blesser personne, s'il est des territoires qui illustrent le fait régional et qui concentrent tous les défis de la politique régionale de l'Union européenne, ce sont bien les régions ultra-périphériques. Encore faut-il savoir
Qui sont-elles? Alors, les RUP sont les régions européennes les plus éloignées de l'Europe continentale. Ce sont 9 territoires relevant de 3 États, la France, l'Espagne et le Portugal. 6 territoires français, la Réunion, Mayotte, dans l'océan Indien, et la Martinique, la Guadeloupe, dans le bassin des Caraïbes, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, la Guyane dans le bassin à côté, dans l'Atlantique, l'archipel espagnol, des îles espagnoles, des Canaries, au sud du continent européen, aux portes du continent africain, la Macaronésie, les îles portugaises de Madère et des Açores dans l'océan Indien. Je veux ici souligner la place singulière des régions ultra-périphériques dans l'architecture de l'Union européenne et dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Les régions ultra-périphériques font l'objet d'un article spécifique, l'article 349, et ce n'est pas anodin. Un traité qui régit le fonctionnement de l'Union européenne pour près de 450 millions de citoyens, un article spécifique est consacré aux régions ultra-périphériques. Et vous avez bien eu raison, l'Union européenne a bien eu raison de le faire. Et alors, en quoi les RUP sont-elles une force alors pour l'Europe? Alors, de façon concrète, justement. Oui, les régions ultra-périphériques confèrent à l'Europe une dimension planétaire en assurant sa présence dans différents océans, dans des zones qui sont éminemment stratégiques du globe. Les régions ultra-périphériques, ce sont des sentinelles de la lutte contre le dérèglement climatique, l'observation des océans. Quand même, la France elle-même, 11 millions de kilomètres carrés, et donc c'est vraiment quelque chose de formidable, et que nous avons, en matière de recherche, nous avançons beaucoup. La Réunion, avec l'Observatoire de l'atmosphère, c'est un des 5, le Maïdo à La Réunion, un des 5 observatoires de l'atmosphère du monde. Et ça sert vraiment à travailler l'atmosphère de la région sud de la planète. Et La Réunion, par exemple, avec le projet Rénov-Risque, projet de recherche novateur sur les risques naturels entre les instituts de recherche de La Réunion, du Mozambique, de Madagascar et de l'île Maurice, afin d'élaborer des outils innovants de prévision pour la gestion justement du dérèglement climatique. Les régions ultrapériphériques sont également des laboratoires pour le développement des énergies renouvelables, l'énergie marine, la géothermie, nous avons des volcans chez nous, l'hydraulique, l'hydrogène, la biomasse, des laboratoires pour la recherche et l'innovation, l'économie bleue dont on parle tant, la pharmacologie, les sciences de l'espace, des potentialités extraordinaires, comme je le disais tout à l'heure, pour la politique marine. Si on a la France à 11 millions, deuxième puissance maritime après les États-Unis, mais nous avons 2 500 000 km² de zones économiques exclusives, et vous imaginez la force que cela peut représenter, répartie dans l'Atlantique, les Caraïbes, l'océan Indien. Et l'océan Indien, nous avons la mer avec la mer Australe, une des mers les plus puissantes du globe, disent les géographes. Et donc, c'est ça qui est important. Et leur vaste zone économique exclusive offre des perspectives vraiment pour développer l'économie bleue, et qui font des régions ultra-périphériques des acteurs importants de la gouvernance des océans. Évidemment, le pacte des océans, annoncé par la Commission européenne, ne peut être raisonnablement conçu sans les régions ultra-périphériques. Et alors, que serait l'Europe? Que serait la France sans Kourou en Guyane, sans cette station spatiale? Qu'est-ce que l'on serait? Et c'est également la biodiversité. On a les hotspots de la biodiversité, c'est chez nous, c'est en Guyane. Et donc, beaucoup de secteurs économiques, vous le savez, reposent sur cette biodiversité, sur le tourisme, la pêche, la sylviculture, l'agriculture,
ou encore la biomédecine, les cosmétiques. Alors, je vais devoir vous arrêter parce qu'on voit à quel point, effectivement, les régions ultrapériphériques sont une manne de spécificité et puis de richesse pour l'Union européenne. Et c'est véritablement une spécificité, justement, pour la construction de l'Europe. J'aurai l'occasion, évidemment, de vous redonner la parole juste après. Je voudrais que nous entendions maintenant François Bonneau. Alors, il était prévu qu'on parle un petit peu de l'histoire de l'autorité de gestion donnée aux régions en 2014. Le timer me dit qu'on n'a absolument pas le temps, donc on va aller à l'autre question qui était prévue avec vous. De votre point de vue, vous qui êtes particulièrement mobilisé dans la mise en œuvre des politiques européennes, que vous utilisez comme un véritable levier pour un développement opérationnel sur votre territoire, quelle est la valeur de l'échelon région versus l'échelon État pour la mise en œuvre des politiques européennes et pour le rayonnement de l'Europe auprès des citoyens et des acteurs de la vie civile ? Mais tout d'abord, vraiment, merci pour les propos qui viennent d'être tenus avec un regard européen. Merci de dire combien le rapport entre les régions et l'Europe est un rapport de partenaire. Ça n'est pas un rapport d'utilité. Bien évidemment, les régions ne pourraient pas porter les politiques publiques, et j'y reviendrai rapidement, en matière d'innovation, en matière de formation, en matière de transition, s'il n'y avait pas la mobilisation de l'Europe. Mais la réciproque est vraie. L'Europe, elle existe par ses politiques qui sont des politiques d'une certaine manière d'accompagnement et d'anticipation pour que l'ensemble européen puisse compter demain à un moment où, au plan géopolitique, beaucoup de choses sont en train de se jouer. C'est un rapport de partenaire, je veux d'abord insister là-dessus. Et puisque c'est un rapport de partenaire, l'enjeu démocratique sur lequel le vice-président du Parlement a insisté, et merci Younous Omarjee de l'avoir fait de cette manière, l'enjeu démocratique, il est complètement central. Il est complètement central. Essayons d'imaginer, s'il n'y avait pas eu 2014, et je m'adresse en particulier, bien évidemment, aux élus régionaux, mais aussi aux membres des Césaires qui sont là et qui sont mobilisés, essayons d'imaginer si on n'avait pas eu cette régionalisation. Où en serions-nous? Si c'était un rapport entre simplement l'Europe et les États, si grâce à la décentralisation des fonds, de la gestion des fonds européens, on n'avait pas cette traduction territoriale qui fait que ce partenariat, il prend véritablement une dimension concrète sur les territoires. Aujourd'hui, pour les régions, je prendrai simplement 3 exemples qui sont chers à l'Europe. La société de la connaissance. La société de la connaissance, c'est très bien si on ne voit que former plus d'ingénieurs et il faut en former davantage, former plus de chercheurs et il faut en former davantage, mais si on n'avait pas le regard sur la cohésion de nos sociétés, avec une formation qui embarque véritablement la totalité de la population, au moment où, très concrètement, on voit quand même que beaucoup de nos concitoyens dans les régions sont laissés de côté par rapport à cette société de la connaissance. Si nous n'avions pas les fonds européens pour porter cela, et si nous ne le portions pas territoire par territoire, région par région, nous ne serions pas au rendez-vous. Deuxième point, sujet de l'innovation. Sujet de l'innovation qui appelle énormément d'émergence territoriale. Pour travailler avec les chercheurs, pour travailler avec les universités, pour travailler avec les responsables de start-up. C'est le réseau qu'anime les régions. Et lorsque nous faisons le lien avec la puissance, l'énergie, la volonté de l'Europe, alors ça prend une véritable dimension, et qui est une dimension territoriale, qui est une dimension démocratique. Et puis la transition. C'est quelque chose qui est considérable. Tu l'illustrais à travers les territoires ultramarins. Pour toutes nos régions ultramarines et les régions de métropole, nous sommes à un moment où il faut engager les acteurs territoriaux sur le terrain pour la création de la production d'énergie renouvelable, pour la mise en performance des bâtiments, mais aussi pour que dans tout le secteur économique, nous puissions le faire. Mais je vous assure que ça doit engager les acteurs économiques, les acteurs institutionnels, les acteurs associatifs. Et c'est le réseau avec lequel les régions travaillent très directement. Donc la puissance de l'Europe,
sa déclinaison territoriale. S'il n'y a pas les régions, ça ne fonctionne pas. Et les régions, par rapport à ces ambitions qui sont centrales, si on n'a pas les moyens de l'Europe. Donc il faut que nous soyons dans des rapports de proximité au moment où s'élaborent les programmes qui sont les programmes européens. Et c'est très important que nous le fassions. Et c'est pourquoi nous sommes souvent à Bruxelles pour dialoguer avec vous. Il faut qu'ensuite nous soyons dans la mise en œuvre. Et aux eurosceptiques qui font ce mauvais procès, le chiffre qui a été rappelé tout à l'heure en introduction, il est éloquent. Quand on dit que plus de 99% des fonds européens qui sont territorialisés à l'échelle des régions sont utilisés, qu'il s'agisse du FSE, qu'il s'agisse du FEDER, qu'il s'agisse du FEDER, on voit très directement que c'est le bon levier. Pour nous, c'est une nouvelle organisation de la démocratie, mais il faut vraiment lui donner un maximum de visage. Merci. Alors, on a fait un premier tour de table tous ensemble. On a vu quelles étaient votre conviction justement pour l'importance des régions dans la construction européenne. On a un défi, il nous reste 6 minutes. J'aimerais qu'on ait une discussion un peu à bâton rompu tous les 6, justement sur... Et maintenant, parce qu'on est convaincu de ça, mais alors maintenant, comment faire pour que les régions continuent de peser dans la construction européenne avec les menaces que vous avez tout à l'heure illustrées, justement, monsieur Omarjee. Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour peser aujourd'hui davantage dans une économie européenne et mondialisée? Essayons d'avoir des réponses brèves, voilà, de nous donner la parole les uns les autres. C'est un défi pour vous, monsieur Omarjee. Non, mais j'essaie de me dire quel est le message principal que je dois délivrer ici ce matin. Et ce que je veux dire, et la présidente Delga et le président Leroy l'ont rappelé, nous sommes dans un moment charnière. Oui. En ce moment, le collège des commissaires, en tout cas dans quelques semaines, va passer ses auditions devant le Parlement européen. Et je pense que dans ce moment de constitution même de la Commission européenne, les régions doivent se faire entendre et agir auprès des députés européens qui vont conduire ces auditions, ainsi qu'auprès de chacun des commissaires sur leurs attentes. La deuxième chose, c'est que avant que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, vienne au Parlement européen faire son discours, les pressions que nous avons communément faites sur, en tout cas des recommandations auprès de la présidente von der Leyen, ont été prises en compte. Et elle s'est engagée pour que dans le futur cadre financier pluriannuel, la politique de cohésion soit renforcée. C'est ce qu'elle a dit devant la plénière du Parlement européen. C'est très important. Donc, nous devons continuer, dans ce moment très particulier, à faire pression sur les différentes institutions. À être très proactif au sein de l'écosystème européen. Je terminerai sur un point. Il y a beaucoup d'inquiétudes, je sais, du côté des régions d'Europe et des régions de France, sur le contenu même des futurs programmes, parce que tout le monde annonce des transformations majeures. Mais n'oubliez pas que le Parlement européen, aujourd'hui, est pleinement co-législateur. J'ai été président de commission et je sais que nous pouvons, non pas corriger à la marge la proposition qui sera déposée par la Commission européenne, mais nous pouvons écrire notre proposition aussi bien pour la politique agricole commune que pour la politique commune des pêches ou pour la politique régionale. Donc le message que j'ai à délivrer aux régions de France, c'est continuer à travailler avec les Länders allemands, avec les autres régions d'Europe et adresser au Parlement européen les propositions très concrètes que vous voulez voir figurer dans les futurs règlements pluriannuels. Et par exemple... Et la dernière chose, parce que le budget, c'est le nerf de la guerre, j'en terminerai là, agir auprès du gouvernement pour que la France joue pleinement son rôle au sein du Conseil européen lorsqu'arriveront les discussions
sur le budget pluriannuel de l'Union pour que les politiques auxquelles vous êtes très attachés ne subissent pas les effets d'une situation budgétaire que nous avons effectivement très difficile. Alors, faire des demandes justement auprès des institutions européennes, Madame Huguette Bello, les régions ultrapériphériques, qu'est-ce qu'elles souhaiteraient demander justement à l'Union européenne? Comment augmenter l'effort européen fait pour les régions ultrapériphériques? Et si ce n'était pas le cas, quel serait le risque? Nous avons vraiment beaucoup de défis. Et la réforme de la politique régionale ne doit pas se traduire par une remise en cause des programmes d'investissement de long terme soutenus par la politique de cohésion. Nous avons l'article 349 qui doit permettre le maintien de mesures spécifiques et une aide accrue pour les régions ultrapériphériques, indépendamment de l'évolution de leur PIB. Nous savons que ça a chuté sur 15 ans, c'est 17%, c'est considérable. Des principes de subsidiarité, d'autonomie de gestion, de flexibilité et de responsabilité des acteurs de la gestion. Vous savez, la région Réunion, c'est celle qui gère 1,5 milliard d'euros. C'est la région qui a le budget le plus élevé. Et nous avons plus d'1,5 milliard d'euros certifiés au titre du FEDER, 100% des fonds sur la présente programmation. La renationalisation de la politique régionale est un danger encore plus perceptible dans les régions éloignées du continent. L'approche territoriale est consubstantielle à la politique de cohésion et cela doit être maintenu. La pertinence de l'échelon régional, ça doit être vraiment préservé et même renforcé dans le cadre du projet de réforme de la décentralisation en France. Nous avons la ministre qui est là, elle va nous entendre là-dessus. Une plus grande cohérence également des politiques européennes est nécessaire dans les bassins géographiques des RUP où les relations de l'Union européenne avec les pays tiers ne doivent pas entrer en contradiction avec les intérêts des RUP, exemple des accords de partenariat économique notamment. En un mot, les régions ultra-périphériques sont à l'avant-garde de la politique régionale et de cohésion parce qu'elles en sont l'illustration éclatante de la diversité dans l'unité. C'est cela que l'on retient. Grégory Berkowitz, si on souhaite que les régions restent les interlocutrices privilégiées de l'Europe, si on souhaite que cette interconnexion se fasse encore mieux, un petit peu à l'instar de ce qui peut se faire dans les pays fédéraux comme en Allemagne, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour donner plus d'autonomie aux régions, pour leur donner plus justement de liens avec l'Europe sans forcément demain matin avoir une nouvelle constitution fédérale? Alors, sur la méthode, j'aurai pas le temps de le dire. Donc, il se trouve que je suis en train de préparer un nouvel ouvrage là-dessus et ça me permettra de faire de la publicité pour celui-ci qui va sortir l'année prochaine. Bon. Par contre, je pense qu'il faut que les régions, il faut que vous soyez, si je puis me permettre, moins défensifs et plus offensifs, y compris dans le discours qui est tenu. Je m'explique. Il y a une méthode qui a plutôt bien fonctionné, qui a été la méthode italienne, qui par touches successives est passé d'un système très unitaire et centralisé, même si la Constitution prévoyait l'inverse, à un système quasi fédéral aujourd'hui et qui montre d'ailleurs sa résilience face à des mouvements politiques forts que ce pays connaît. Et je pense qu'on devrait s'inspirer de cette méthode, j'allais dire, progressive de décentralisation, de fédéralisme, même si ce mot est sans doute inadapté à la France. Et pour ça, il y a deux choses. La première chose, c'est avant tout comprendre que l'autonomie, c'est avant tout l'autonomie budgétaire et fiscale. Les Italiens parlent de fédéralisme fiscal et c'est absolument fondamental. Ça a été dit tout à l'heure quand on dit que le nerf de la guerre, c'est le budget. C'est vrai aussi au niveau des collectivités territoriales et des régions. Et la deuxième chose, j'ai eu la chance de travailler, ça a été évoqué tout à l'heure par M. Maury avec Dominique Faure, sur une nouvelle vague de décentralisation qui est toujours attendue. Je vais vous faire un témoignage qui va peut-être pas plaire, mais l'État n'a pas vraiment confiance dans ces régions. Très voilà, rapidement, c'est un scoop. M. Berkowitz, Très témoignage, s'il vous plaît. Très vite. L'État n'a pas vraiment confiance dans ces régions, c'est un scoop. La vraie question, c'est est-ce que les régions, est-ce que les collectivités territoriales ont confiance en elles et est-ce qu'elles prendront cette compétence ou pas? Monsieur Bonneau.
pour répondre. La confiance dans les régions, il faut que ce soit d'abord, et c'est vraiment le cas, et de plus en plus, la confiance des habitants, des citoyens dans le niveau régional. On y travaille très fort. Et parce que nous voulons être toujours plus efficaces, toujours plus réactifs dans les réponses publiques qui sont apportées, il faut, comme vous l'avez dit, que le rapport entre l'Europe et les régions soit un rapport direct, un rapport de confiance, un rapport fluide, et que nous soyons, et je veux le dire, dernier mot, que nous soyons capables de continuer à développer ces beaux projets Interreg qui nous permettent, entre les États de l'Europe, de faire du commun et d'être aux côtés des amis ukrainiens collectivement pour défendre le principe fondamental de liberté et de paix qui est au cœur de la démarche européenne. Ce qui permet de donner le dernier mot de conclusion à Mathieu Maury. Oui, merci beaucoup. Je voulais effectivement finir avec un mot pour l'Ukraine, parce que si la décentralisation, la démocratie locale, c'est évidemment très important pour nous, mais c'est vital pour les Ukrainiens. Et j'aimerais rapidement vous dire ce qui se passe en Ukraine sur ce terrain-là aujourd'hui. Le Conseil de l'Europe, dont l'Ukraine est un membre, a accompagné l'Ukraine dans sa grande réforme de la décentralisation de 2014. Et ça a été, ils le reconnaissent tous, la plus grande réforme administrative de l'ère moderne ukrainienne. Tous les pouvoirs, évidemment, ont été recentralisés avec la guerre. Et en plus d'essayer de gagner la guerre, les Ukrainiens travaillent tous les jours avec nous pour préparer l'après, pour préparer un nouvel acte de décentralisation, pour passer des administrations militaires aux administrations civiles, pour organiser les élections locales, régionales, nationales après la guerre. Et je suis toujours absolument impressionné par leur détermination. En plus de gagner une guerre, ils travaillent à préparer la démocratie. Et Tetiana est là aujourd'hui. On travaille beaucoup ensemble avec les associations, avec le gouvernement, avec le Parlement. Et vous avez toute mon admiration. Bravo. Merci pour cette conclusion. Merci à tous les 5 pour votre participation à cette table ronde.